Alors, aujourd'hui, on va parler du rôle du sauveur, le sauveur du jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur. Donc, il t'arrive forcément, d'aider les autres, de les soutenir, de même des fois te mettre en action avant même qu'ils t'aient demandé quelque chose. Donc tu veux aider, mais en fait, à un moment, tu te retrouves, frustré, incompris, incomprise, tu as trop donné, on s'est pas occupé de toi et du coup, on t'a pas renvoyé l'ascenseur et ça, tu le vis mal. Tu le vis très mal. Donc je suis Valérie Varnet, coach mindset et mon rôle, mon activité, ma mission, c'est d'accompagner les personnes et de leur transmettre des outils et des clés de compréhension qui vont leur permettre de mieux gérer leur vie au quotidien et de créer la vie qui leur va bien. Donc le gros travail qu'on fait ensemble généralement, c'est conscientiser les jeux psychologiques qui nous pourrissent la vie et qui font qu'on est malheureux et qu'on reproduit systématiquement les mêmes schémas, les mêmes situations, hem et apprendre à en sortir, déjà à les conscientiser et à en sortir pour pouvoir, avancer sur notre chemin de vie et créer la vie qui nous va bien. Donc c'est quoi le sauveur? Le sauveur, c'est celui qui va aider, mais il va aider d'une certaine façon. C'est qu'il va aider en croyant bien faire, mais il va prendre en charge, faire à la place, hem, anticiper, croire, que l'autre veut ça, enfin, il va même aller jusqu'à penser qu'il sait mieux que l'autre, ce dont il a besoin. Donc ça, c'est pas aider, ça, c'est sauver. Quand je prends en main, quand je prends en charge l'autre et que je le porte et que je sais mieux que lui ce qui lui va lui faire du bien, je suis en mode sauveur. Aider, accompagner, c'est ce que je transmets avec la méthode Evolia, hein, et dans mon rôle de coach, hem, c'est accompagner, écouter. Je peux aider l'autre sur son chemin, je peux l'accompagner à traverser ce qu'il a à traverser, en développant l'écoute, ici et maintenant et en arrêtant de projeter sur l'autre, ce que je crois bien pour lui. OK? Donc le rôle de sauveur, en fait, c'est un rôle, que l'on a tous inconsciemment, hein, puisque depuis la nuit des temps, notre Cro-Magnon, donc notre partie archaïque qui est là pour nous maintenir en vie, elle est là aussi pour prendre soin du plus petit, de celui qui a besoin d'aide, parce que sinon, s'il s'éteint, je vais m'éteindre aussi. Donc ces jeux psychologiques, on les retrouve dans nos vies aujourd'hui, mais de même que nos parents avant nous et nos grands-parents avant eux et ainsi de suite et ainsi de suite. Ces jeux psychologiques, ils sont là depuis la nuit des temps puisqu'ils concernent Cro-Magnon et son mode de survie, qui fait qu'en chacun de nous, on a chacun notre petit Cro-Magnon qui est là et qui réagit quand il nous arrive quelque chose de notre vie d'aujourd'hui. Il ne va pas réagir en fonction de qui je suis ici et maintenant, il va réagir en fonction de sa bibliothèque de souvenirs où tout est répertorié. OK? Donc je prends souvent l'exemple de l'iceberg, hein, pour visualiser, hein, vous savez que je suis très, visuelle et donc si on prend un iceberg, on va le partager en 3 tiers. Donc le premier tiers, c'est au-dessus de la mer là, de la ligne, d'horizon. Hem, c'est ma vie ici et maintenant. Alors bien sûr, c'est je schématise, hein, pour comprendre, mais c'est vraiment ça. Hem, en haut de l'iceberg, c'est ma vie ici et maintenant, les rencontres que je fais ici et maintenant. Au milieu de l'iceberg, c'est mon histoire personnelle. Tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui a failli m'arriver, tout ce qui est arrivé autour de moi, tout ce qui est arrivé à mes prédécesseurs et tout, c'est dans une bibliothèque de souvenirs où tout est répertorié, où rien n'est oublié. Je ne sais pas si tu connais le film Vice versa, je crois, où on voit cette petite fille et cette adolescente après, où on se balade dans sa bibliothèque là, où tout est archivé précieusement, précautionneusement. Bah, c'est exactement ça à l'intérieur de nous. Il est magnifique ce film parce qu'il montre bien ce qui se passe à l'intérieur et qui fait que quand quelque chose se passe à l'extérieur, ici et maintenant, et ben, c'est peut-être lui qui va réagir, c'est pas forcément moi, OK?
Et donc dans le 3e tiers de l'iceberg, tout en bas, moi j'y mets le Cro-Magnon et tous nos réflexes archaïques, tous nos jeux psychologiques, victimes, persécuteurs, sauveurs, qui font que, donc vous voyez, hein, la base de l'iceberg, elle est vraiment plus large que le haut, qui fait que dans notre vie d'ici et maintenant, d'aujourd'hui, nos icebergs vont se percuter, hein, sous la ligne d'eau, mais on va pas forcément le voir. Et moi, depuis que je travaille à ce niveau de profondeur, au niveau du Cro-Magnon, en fait, les personnes que j'accompagne évoluent beaucoup plus vite parce que du coup, ça leur permet comme de s'aligner. Donc l'iceberg, hein, si vous le voyez, on va dresser on va dessiner, ce que je voulais dire, dessiner un alignement comme un ascenseur, hein, qu'on met au milieu. Donc moi, comme je vais travailler en profondeur avec la personne, on ne va pas se perdre. Alors bien sûr, c'est important, hein, de connaître son histoire, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu et tout, mais le souci, c'est qu'on peut s'y perdre pendant des séances et des séances et des séances et ne pas toujours retrouver la joie de vivre dans notre vie de tous les jours. Donc on a exploré notre vie personnelle, ce qui est très intéressant, mais c'est pas pour ça qu'on a résolu nos problématiques relationnelles dans notre vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on va vraiment en profondeur au niveau du Cro-Magnon, si on ne va pas désamorcer les jeux psychologiques qui pourrissent les relations humaines, eh ben on va être perpétuellement ramené à quelque chose qui ne nous fait pas du bien, on se sent pas bien à l'intérieur, on croit qu'on va pas bien, on croit qu'on a un problème et qu'on a vraiment besoin d'aide. Or, ben moi je me rends compte, hein, dans ma vie et avec les personnes que j'accompagne, que quand on va à ce niveau de profondeur, gérer les choses et mettre en lumière les choses au niveau du Cro-Magnon, bah, les choses s'éclairent parce que du coup, j'ai des outils pour gérer mon quotidien et pour relationner en sécurité. Pourquoi c'est super important d'apprendre à gérer notre Cro-Magnon, à le faire grandir, à l'épauler, j'allais dire, à le civiliser? C'est que en fait, on est en interaction les uns avec les autres au quotidien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc on va se percuter les uns les autres. Donc oui, il y a peut-être mon histoire personnelle qui fait que je vais être plus sensible et que je vais attirer un profil qu'un autre. Mais ça n'empêche que dans ma vraie vie, si je pouvais éviter de rencontrer ces profils, ça serait super. Et là, moi, la seule clé que j'ai trouvée, c'est sortir des jeux psychologiques, sortir du rôle de sauveuse, sortir du rôle de victime, sortir du rôle de persécuteur, puisque c'est le triangle de Karpman, hein, victime, persécuteur, sauveur, on tourne en rond. Donc je fais un focus sur le sauveur parce que on a tous un sauveur de l'humanité qui sommeille en nous, surtout les coachs, les thérapeutes, les soignants, où on dédie notre vie aux autres. Donc ça, c'est super important donc message spécial pour coachs et thérapeutes et soignants. C'est génial d'aider les autres, d'accompagner les autres, mais c'est vraiment aussi génial de prendre soin de soi, de nous aider nous-mêmes et de nous accompagner nous-mêmes et d'aller chercher les outils pour. Sinon, il y a notre sauveur sous stress, il va mettre le bazar, il va mettre la pagaille. Pourquoi c'est piégeux le rôle du sauveur? C'est que en apparence, ça semble noble, hein, les chevaliers du Moyen Âge et tout, ça semble noble, mais en fait, ça entretient la dépendance. Parce que pourquoi je sauve l'autre, en fait? Alors bien sûr, tout ça, c'est inconscient, je le répète à chaque fois, mais vraiment, c'est inconscient. On ne sait pas qu'on fait ça. Si je m'occupe de l'autre, de le sauver, en fait, ça devient ma raison de vivre, qui fait que si l'autre part, ben, ma raison de vivre, s'arrête. Dans les couples, quand j'accompagne les couples, j'entends souvent: «Ah, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie». Mais oui, mais en disant ça, en fait, on s'en rend pas compte, mais on met les clés de notre bonheur et de notre épanouissement dans les mains de l'autre, puisque c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Je pourrais jamais rencontrer quelqu'un d'autre aussi bien et tout, donc je vais mettre dans une histoire d'amour qui démarre au début, petit à petit, c'est très piégeux et les jeux psychologiques vont s'activer chez l'un et l'autre et en disant des choses comme ça, alors bien sûr, on s'en rend pas compte dans la vraie vie, mais au niveau inconscient et au niveau Cro-Magnon, c'est la femme de ma vie, c'est ma femme, c'est ma chose. Et bien sûr, on le fait pas exprès, mais le souci, c'est que quand ça commence à coincer, ça va aller activer, alors ou c'est l'homme de ma vie, hein, ça marche dans les 2 sens,
ça va aller activer de la colère, de la frustration parce que l'autre m'échappe et malheureusement, des fois, ça devient dramatique. OK? Donc dans la dépendance à l'autre, il y a différents degrés, hein. Si on met une échelle de 1 à 100, je peux dire: «Ah, c'est la femme de ma vie», je vais être à 10 sur, 100, hein, donc c'est pas je m'en rends pas compte. Ben non, c'est pas grave. Mais intérieurement, c'est Cro-Magnon qui commence à considérer que l'autre, m'appartient. Et là, du coup, quand l'autre me dit du mal, me fait du mal, à l'intérieur de moi, ça va être comme un tsunami, un chaos, parce que l'objet de mon attention, la personne que je sauve, en fait, au quotidien, ne me rend pas la reconnaissance et l'amour dont j'ai besoin pour me sécuriser à l'intérieur. Et ça, c'est primordial parce que quand je suis dans le rôle de sauveur, donc je suis aussi dans la victime et le bourreau et je tourne en rond, hein, d'accord? Mais là, je fais vraiment un focus dans le sauveur. Je prends sur moi le bonheur de l'autre et réciproquement. Donc si je vais pas bien, c'est de la faute de l'autre. Donc je l'empêche de grandir, je l'empêche de s'épanouir, mais moi aussi je m'empêche de grandir et de m'épanouir parce qu'il faut que je m'occupe de lui. Il faut que je m'occupe de l'autre. Ça, je le vois beaucoup chez des mamans, hein, qui ont dévoué leur vie à leurs enfants, qui, quand elles sont devenues mères, ont oublié qu'elles étaient femmes. Alors c'est de la faute de personne, c'est que quand je deviens mère, il y a un switch là qui se fait, il y a un switch inconscient qui fait que j'ai tout le programme, j'ai heu, des programmations automatiques de mère, courage, de mère sauveuse qui se mettent en place. Et ça va me rendre malheureuse. Pourquoi? Parce que je vais m'oublier moi en cours de route et à un moment, souvent, quand les enfants grandissent, alors je donne des exemples concrets de personnes que j'ai pu accompagner, hein. Quand les enfants grandissent et quittent le nid, ce sont des personnes qui vont vivre un tsunami intérieur parce que l'objet de leur attention n'est plus là. Et du coup, ça va créer un cataclysme à l'intérieur et si je n'en ai pas conscience, je vais pouvoir faire une dépression, pendant quelque temps, et seul le temps va pouvoir peut-être calmer mon vide intérieur. Mais si je n'ai pas les outils, si je n'ai pas les clés de compréhension, je vais pouvoir y rester pendant longtemps. Et ça, c'est quoi? C'est mon sauveur, en fait, qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être abandonné. Donc comme au plus profond de moi, mon Cro-Magnon, lui, ne peut pas vivre seul. Pourquoi? Parce que, hem, s'il vit seul, Cro-Magnon, il meurt, il peut pas survivre dans le monde hostile. Donc on a cette part archaïque en chacun de nous et c'est pas parce qu'on est éduqué, qu'on a fait des études que Cro-Magnon est pas là, hein, au contraire. Cro-Magnon, il est vraiment en chacun de nous et qui fait que, comme au plus profond de moi, comme je suis attachée aux autres, hein, par des liens, de dépendance, si l'autre ne me renvoie pas de l'amour, ne me renvoie pas de la confiance, de l'assurance, de la réassurance, de la sécurité, à l'intérieur, je vais me sentir vide. Donc en fait, je dépends de l'autre et ça, c'est des jeux psychologiques intérieurs où en fait, je vais me rendre malheureux, malheureuse et je vais faire du mal à l'autre parce qu'il ne me donne pas les signes qui viendraient me rassurer. Donc le sauveur, dans le couple, concrètement, c'est quoi les attitudes? C'est je prends tout en charge, j'anticipe tout et après je te reproche que, tu fais jamais rien. Au travail, je dis oui à tout, parce qu'en fait, je sais pas dire non au travail, parce que, je prends souvent cet exemple, hein, de la madame que j'avais accompagnée, qui a fait un burn-out et en fait, qui s'est rendue compte qu'en fait, au travail, ça se passait bien, mais c'est la charge de travail qui augmentait et comme elle, elle avait une grosse puissance de travail, une grande capacité de gérer plusieurs dossiers en même temps, on lui confiait toutes les tâches et elle, comme elle, savait qu'elle pouvait gérer et que bon, si elle le prenait pas elle, ça allait embêter les autres collègues qui, eux, s'en sortent vraiment mal aussi, enfin, autant qu'elle, mais du coup, elle sentait que si ça allait sur eux, ça allait encore plus les embêter. Donc elle c'est sa casquette, avec sa grande cape de sauveuse qui disait oui à l'autre, qui disait oui à la surcharge de travail et puis, un jour, le corps s'est arrêté et elle n'a plus pu aller au travail parce qu'en fait le sauveur me vide de mon énergie. Hem, dans la famille,
bah, je vais gérer à la place de mes ados. Par exemple, les démarches administratives, plutôt que de les aider à, alors c'est plus jeune adulte, mais hem, je vais prendre l'exemple de jeunes adultes. Donc j'ai des ados qui sont devenus des jeunes adultes, progressivement, mais je m'en suis pas forcément rendu compte. Pour Cro-Magnon, c'est toujours mes petits-enfants, hein. Donc il va continuer mon Cro-Magnon va continuer alors comme je suis en surcharge de travail moi-même, en surcharge mentale, avec plein de choses à gérer en même temps, je vais faire à la place de l'autre et je vais me surengager. Donc par exemple, j'ai des parents, moi, des fois, qui font les lettres de motivation des enfants ou qui montent les dossiers des écoles pour les enfants ou qui en fait, qui se surengagent parce qu'ils veulent que ça se passe bien pour leurs enfants. À chaque fois, le sauveur, ça part d'un bon sentiment. C'est juste qu'en cours de route, ça se vrille et ça fait du mal à tout le monde. Parce que si je fais ça pour mes ados et pour mes jeunes adultes que j'accompagne, que je suis censée accompagner, si je fais à leur place, bah, pourquoi ils feraient? Maman, elle s'occupe de tout. J'ai pas à faire. Je vais la laisser faire. Parce que pour amour pour moi, inconsciemment, mes enfants ne vont pas prendre le relais parce que, bah, eux, ils sont aussi en relation de dépendance avec moi et quelque part, ils savent que ça me fait du bien de faire à leur place. Tout ça, c'est inconscient, hein, et ce sont des jeux psychologiques auxquels on joue tous, victimes, persécuteurs, sauveurs. Au quotidien, il n'y a que des jeux psychologiques partout. Que ce soit au travail, que ce soit dans les coups, que ce soit moi je vois souvent au travail, il y a des managers qui n'ont pas appris à manager l'humain, mais il y a personne qui veut aller bosser avec eux. Parce que humainement, bah, la relation humaine, c'est pas ça, c'est tendu, ils mettent le stress, ils ont du mal à encaisser le stress qui est descendu par leur hiérarchie et du coup, ils en font profiter toute l'équipe, avec des relations, vraiment pas sympas, qui font que les gens ont pas envie d'aller dans certaines équipes. Ben c'est normal, c'est humain. Au niveau des relations humaines, on n'a pas appris à relationner en sécurité. On n'a pas appris à dire, on n'a pas appris à s'écouter nous-mêmes de l'intérieur, hem et qui fait qu'on est dans ces jeux-là sans même s'en rendre compte. Donc ce qui va être important, c'est d'abord alors comment je sais que je suis dans mon rôle de sauveuse? C'est très simple. Je vais me sentir pas bien à l'intérieur et il va y avoir des situations qui se répètent et surtout qu'à un moment, je vais en vouloir à quelqu'un. Je vais chercher un bouc émissaire. Donc je vais devenir le bourreau de celui que j'ai sauvé, hein. Donc je vais en vouloir à l'autre tu m'as laissé faire toute seule et tu as pas anticipé et blabla, je vais l'attaquer. Pourquoi? Parce que comme c'est mon Cro-Magnon qui joue à ces jeux-là, mon Cro-Magnon, lui, il fait tout bien. Donc s'il a sauvé l'autre, bah, c'est normal, il a fait son job. C'est ça. Il a fait son job, il a sauvé l'autre. Et oui, mais il s'est pas occupé de moi, mon Cro-Magnon, il m'a pas aidé à prendre soin de moi et à me mettre en sécurité et à cultiver ma paix intérieure en autonomie à l'intérieur. Donc je vais en vouloir à l'autre de m'énerver, de pas avoir pris soin de moi parce qu'après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te rends pas compte, c'est inadmissible, blabla, blabla, blabla. Donc comment je sais que je suis dans un jeu psychologique? Alors là, aujourd'hui, j'ai fait le focus sur le sauveur, mais en victime, persécuteur, c'est exactement pareil parce que ça tourne très, très vite. Ça tourne très, très vite avec, l'autre et ça tourne très, très vite à l'intérieur de moi parce que j'y joue à l'intérieur. Ce qui est important de savoir, c'est que quand je rencontre un conflit, à l'extérieur, donc un conflit relationnel, hein, c'est toujours des conflits relationnels qu'on rencontre, c'est qu'il y a des jeux psychologiques inconscients à l'œuvre. Pour qu'il y ait un jeu psychologique inconscient à l'œuvre à l'extérieur, il a forcément pris naissance à l'intérieur avec mon triptyque victime, persécuteur, sauveur. OK? Hem et ce triptyque, il va cultiver la culpabilité parce que c'est le sauveur qui le culpabilise de ne pas avoir pu sauver. Il va hurler à l'injustice parce que quand même c'est trop injuste ce qui t'arrive, pauvre victime. Mais en fait, c'est l'injustice que je me mets à moi-même, que je en fait, en étant dans mon rôle de sauveuse, je suis injuste envers moi-même. Ça, c'est super important ce que je suis en train de dire. Les personnes qui sont hypersensibles à l'injustice, ce sont des personnes qui ont très souvent un sauveur à l'œuvre, elles ne le savent même pas. C'est pour ça que quand j'accompagne, c'est très libératoire, c'est très libérateur parce que du coup, la personne commence à comprendre: «Oh, mais je fonctionne comme ça.
Mais comment j'ai pu fonctionner comme ça aussi longtemps? Parce que tout ça, les jeux psychologiques, c'est le mental. On est dans une prison mentale, on est dans un enfermement mental où la charge mentale est énorme. Et quand j'accompagne les personnes, du coup, qui apprennent à désamorcer, à identifier puis à désamorcer, hein, je vais tout de suite présenter un outil qui est génial. Et bien, les personnes que j'accompagne et qui, du coup, apprennent à relationner en sécurité et apprennent d'abord à relationner avec elles-mêmes et à s'écouter avant d'écouter l'autre, et ben, leur charge mentale diminue de façon drastique. Pourquoi? Parce que je fais de l'espace, parce que comme je joue plus à l'ancien mode de fonctionnement, je mets un nouveau mode de fonctionnement en place qui est libérateur et libératoire. Donc pour désactiver mon sauveur, parce que mon sauveur, lui, c'est pas qu'il est pas bon ou bon, c'est que s'il s'active tout le temps, il va m'épuiser et il va me mettre sous stress perpétuellement en continu. Donc je vais fumer, je vais boire, je vais manger, je vais pas être bien à l'intérieur. Il y a pas que lui, hein, qui génère ça, mais lui en particulier. Donc pour désamorcer mon sauveur, c'est déjà prendre conscience que mon ressenti intérieur, je suis pas bien et je tourne en rond dans une situation, il y a toujours le même film qui se répète, OK? Donc ça, c'est un signe que je suis dans un jeu psychologique sans même le savoir. Parce qu'en fait, comme c'est mon Cro-Magnon qui m'y embarque, je n'ai pas conscience. Ça se fait tout ça, ça se fait hyper rapidement. Donc si je ne suis pas vigilante, je me laisse embarquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc la trousse du sauveur, hein, que je transmets à toutes les personnes que j'accompagne en formation et en atelier et en programme, quand je fais des programmes, en live, c'est quatre questions à se poser dans les situations ici et maintenant, hein, dans la vie d'aujourd'hui. Première question, est-ce que j'ai une vraie demande? Est-ce que la personne est en train de me demander mon aide, de me demander un service, de qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle a j'ai une vraie demande? Bon. Est-ce que j'ai les compétences pour répondre à sa demande? Oui, non. Est-ce que c'est de ma responsabilité? Oui, non, pas sûr, je vais donner des exemples, hein. Et est-ce que j'en ai envie? Est-ce que, ça respecte mon écologie intérieure? Oui, non. Ces questions sont très, très, très puissantes. Moi, quand on me les a apprises en formation, je me dis: «Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école?» Parce qu'en fait, on n'a pas les outils pour relationner, c'est puissant, donc il faudrait diffuser ça et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vais prendre un café avec une copine, hem, qui me dit que ça va pas bien dans son couple et tout, blablabla. Si je commence à lui donner des conseils, ma sauveuse s'est activée, donc je suis foutue. OK? Puis ça va m'atteindre parce que quand elle me raconte quelque chose, moi je me fais mon film et ça me raconte, mon histoire aussi. Ça vous est déjà arrivé, vous discutez avec quelqu'un, vous êtes en train de vous livrer à quelqu'un et puis lui il commence à dire: «Ah bah oui, moi c'est pareil, ça m'est arrivé, blabla, blabla». En fait, la personne elle est pas là, elle est dans son monde intérieur, à projeter sur ce que vous dites. Donc, je reprends mon exemple. Je prends un café avec une amie qui me confie ses difficultés. Donc là, ça va être important de me positionner ici et maintenant, hein. C'est pour ça que les outils, je les donne pour mieux vivre ici et maintenant, dans notre vie d'aujourd'hui. C'est: «Est-ce que j'ai une vraie demande?» Donc là, je vais pouvoir demander à mon ami: «Écoute, là, je sens que, de c'est quoi ta demande? C'est quoi ton besoin?» Alors il faut le faire intelligemment suivant la discussion, hein. Je donne juste le script, hein. C'est, «Écoute, est-ce que tu me demandes de t'aider à dépasser ça? Est-ce que tu veux juste qu'on prenne un café?» Et là, mon ami va me dire: «Non, non, je veux juste prendre un café, j'ai besoin de décompresser». OK, donc là, moi, je me mets en position écoute et bah, j'envoie de l'amour à mon amie pour l'accompagner à sortir, à verbaliser ce qu'elle a besoin de verbaliser pour qu'elle aille mieux. OK? Donc là, imaginons, j'ai une demande, elle me dit: «Oui, oui, il faut que j'ai besoin que tu m'aides à prendre du recul». OK. Est-ce que j'ai les compétences? Bah, pas sûr. Et ça, je le vois souvent, hein. Oh là là, il y a des personnes qui ont pas les outils et qui donnent de très mauvais conseils. En fait, elles ont pas appris à accompagner. Donc mon message ce soir, c'est que si tu te sens appelé à, alors c'est pas forcément devenir coach, hein, ou thérapeute, mais si tu as envie d'accompagner les autres humains, va chercher les outils parce que des fois, on fait des dégâts en donnant des conseils, qui sont pas bons. Donc est-ce que j'ai les compétences? Oui, non. Alors j'ai les compétences,
Oui, bah, j'active mes compétences. Si par exemple, elle me demande de l'aider à faire une lettre de motivation et moi je sais faire, bah, j'active mes compétences et je l'aide à faire sa lettre de motivation. Maintenant, elle me demande, des clés pour, aller, négocier, sa rupture conventionnelle, par exemple. Ben, moi, je suis pas compétente, donc je vais lui dire: «Bah, écoute, moi, je veux bien t'aider, mais j'ai pas les compétences. Par contre, j'ai une amie qui s'est fait conseiller par un avocat, bla, si tu veux, je te donne ses coordonnées». Tu vois? J'ai les compétences, je réponds, j'ai pas les compétences, je peux accompagner en donnant le nom de quelqu'un d'autre qui lui a les compétences. Troisième question, oui, non, est-ce que c'est de ma responsabilité? Donc si au travail, je suis par exemple, directrice d'un service et j'ai ma meilleure amie qui est secrétaire d'un autre directeur et au café, justement, je prends un café avec elle et elle me dit: «Tu sais, avec un tel, ça marche pas, j'en ai marre, j'ai envie de démissionner, blabla». Bon, et moi le lendemain, je rencontre le directeur, et je suis d'égal à égal avec lui et je vais lui dire: «Écoute, ta secrétaire fait», et il sait pas qu'on est amis, hein. Je vais lui dire: «Bah, écoute, ta secrétaire, fais attention parce que là, elle est proche du burn-out». Donc moi, je pense faire une bonne action, mais en fait, c'est ma sauveuse qui s'est activée sans que je m'en rende compte. Pourquoi? Parce que je donne une information au niveau professionnel, pensant, prendre soin de mon ami, sauf qu'après le directeur, va dans le bureau de sa secrétaire et puis, bah, il commence à chercher à comprendre pourquoi ça va pas. Peut-être qu'il peut le faire avec, avec bienveillance, hein, mais ma copine secrétaire, elle voit son directeur arriver et commencer à lui parler, de choses qu'il a entendues, bon. Bah, ma copine, elle va venir me voir, elle va me dire: «Mais écoute Valérie, mais ça va pas, je t'ai rien demandé, mais de quoi tu te mêles? Blabla». Et elle aura raison d'être en colère, puisque je me suis permis de faire quelque chose qui la concerne sans lui demander son avis. OK? Donc j'ai senti que j'étais responsable, alors que non, je suis responsable de rien. Quand je suis en train de prendre un café avec mon ami, je suis en train de prendre un café avec mon ami, point. OK? Mais quand je commence à mélanger à l'intérieur, là, c'est là où je mets la pagaille partout. Hem, donc c'est de ma responsabilité, OK. Donc c'est pas de ma responsabilité, par contre, je peux dire à mon ami lors du café: «Écoute, bon, je le connais, c'est quelqu'un qui est ouvert, avec qui on peut discuter. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Est-ce que» je sais pas moi, je peux peut-être, t'aider à, bah, à argumenter pour quand tu iras le voir, par exemple. J'en sais rien, je donne des exemples, OK? Dernière question, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est mon écologie personnelle est respectée ou pas? Bah, là, il suffit que je m'écoute, hein, et qu'est-ce que j'ai envie? Ici et maintenant, de quoi j'ai besoin ici et maintenant. Si par exemple, j'ai promis à mon ami de l'aider à déménager il y a 3 mois, je lui ai dit: «Oui, oui, non, compte sur moi, je serai là, il y a pas de souci, tu peux compter sur moi», et que la veille du déménagement, je suis vraiment fatiguée, je suis pas bien, parce que j'ai vécu une semaine difficile et j'ai juste envie de me reposer, de dormir. Mais comme je suis loyale à mon ami, tout ça, c'est des jeux psychologiques, la loyauté aussi, on en parlera un jour. Comme je suis loyale à mon ami et à mon engagement, je vais faire passer mon engagement vis-à-vis de mon ami avant mon engagement envers moi-même, qui est mon engagement envers moi-même, c'est de prendre soin de moi et de me respecter et de m'écouter. OK? Donc du coup, dans cette trousse du sauveur, elle est géniale. Moi, à chaque fois que je la donne et que je l'utilise, ça facilite la vie parce que du coup, je charge pas mon mental et j'augmente pas ma charge mentale. Et ça va me permettre de dire non sans culpabiliser ou quoi parce que, bah, écoute, oui, j'aurais bien voulu t'aider, mais non, là, je peux pas, je suis pas compétente, point. Ça libère, c'est incroyable. Donc voilà, donc sortir du rôle de sauveur, c'est primordial, c'est essentiel parce qu'on a trop de sauveurs là partout. On a trop de sauveurs autour de nous qui croient ce qui est bon pour nous et qui font, en fait n'importe quoi. Mais pour pouvoir désactiver les jeux psychologiques extérieurs, c'est important que je désactive moi-même mon sauveur intérieur, victime persécuteur, et que j'active mon leader intérieur. C'est ce qu'on fait en formation, c'est ce qu'on fait en accompagnement, c'est comment j'active mon leader intérieur, mon conducteur intérieur qui lui va reprendre les rênes, en main, le volant de ma voiture en main. Je prends souvent l'analogie de la voiture.
Parce que quand je suis dans les jeux psychologiques, je suis sur le siège passager et c'est Cro-Magnon qui conduit et des fois, il y a même personne au volant, je vois pas et je suis embarquée dans des conflits, dans des et j'ai rien vu venir. Ça arrive souvent en coaching, la personne me dit: «Écoute Valérie, je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai rien vu venir, mais j'étais en colère». Mais oui, parce qu'il y avait le triptyque victime, persécuteur, sauveur qui s'était activé en dehors de mon champ de conscience. Donc j'encourage tout le monde à se former, à s'informer, hein, à travers, tout ce que je fais et à se former aussi parce qu'on a tous à apprendre à relationner en conscience et en sécurité. Voilà pour ce soir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous encourage vraiment à suivre le lien là que je vais mettre en commentaire ou dans la description. Je fais un programme le 8 octobre prochain justement pour donner toutes ces clés et on ira beaucoup plus en profondeur. Là, j'ai donné la trousse, du sauveur un peu vite, mais il y a aussi des outils pour, les victimes et pour le bourreau. Hem et ce programme démarre le 8 octobre. C'est la première fois que je le donne en en ligne, heu et c'est un vrai bonheur à chaque fois parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est libérateur et libératoire. À très vite.